Bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'impérialisme et de l'attitude que nous devons avoir au sein de la gauche française par rapport à cette question. Alors, en introduction, je voulais dire que peut-être vous n'êtes pas tous au courant, mais maintenant on possède un certain nombre de données chiffrées sur les victimes des sanctions et des guerres concoctées par l'Occident, c'est-à-dire en fait les États-Unis et l'Union européenne. Il y a la revue The Lancet, une revue britannique, qui est sans doute la revue la plus prestigieuse, revue médicale la plus prestigieuse, effectivement qui contrôle tout à fait ces chiffres et ces statistiques. Et donc, depuis 1970, on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas commencé avant, mais peu importe, depuis 1970 jusqu'à 2025, hein, l'article date d'août 2025, les victimes des sanctions et des interventions armées des États-Unis et de l'Union européenne s'élèvent à 38 millions de morts. On est à 750 000, 800 000 morts par an. Et ça continue. Tout ça avec une bonne conscience carabinée, qui nous rappelle complètement celle de l'époque coloniale, sauf qu'à l'époque, on parlait de races prétendument inférieures, qu'il fallait apporter à la civilisation. Aujourd'hui, effectivement, depuis la victoire de 1945, en gros du communisme sur le fascisme, ces arguments ne sont plus utilisables. Mais par contre, cette bonne conscience coloniale, elle est toujours là. D'ailleurs, je pense qu'il faut un petit peu arrêter la culpabilisation des communistes, parce que non, c'est pas du tout honteux d'avoir soutenu l'URSS. Les communistes français ont soutenu l'URSS depuis 1917, le pays le plus important dans la lutte anti-impérialiste, contre lequel s'étaient coalisées 14 nations, puis l'armada hitlérienne. Et voilà, ça a déterminé, y compris, je rappelle aussi l'appel du Comintern à la libération des peuples en lutte. Voilà, c'est une grande histoire. Et donc si on nous balance toujours à la figure, comme si nous étions d'ailleurs responsables de tous les crimes du stalinisme, je rappelle que les condamnations à mort sous Staline, dans toute l'ère stalinienne, c'est 800 000 morts. C'est évidemment trop. Et même si personnellement, je n'ai jamais cru à l'innocence de Trotsky, j'ai jamais non plus cru à la culpabilité de toutes ces personnes. Ça, j'en ai bien conscience. Mais là, les 800 000 morts, c'est par an. Victimes de l'impérialisme, aujourd'hui, victimes des sanctions, dans la bonne conscience, au nom du bien, au nom du droit, au nom des droits de l'homme. Donc ça commence à bien faire. Et je pense qu'il ne faut plus se laisser intimider au plan moral, et notamment par cette posture qui est trotskisante, hein, disons-le clairement, qui consiste toujours à dire ni Staline ni Hitler, ni la Russie ni l'OTAN, etc. Et récemment encore, M. Anaskazib, je l'appelle monsieur parce que vu ce qu'il a dit sur la CGT, je ne considère pas que c'est un camarade, c'est vraiment des calomnies de bas étage. Donc M. Anaskazib, porte-parole de Révolution Permanente, a trouvé intéressant de venir à une manifestation pour exigeant la libération du président Maduro, donc en soutien au Venezuela, et a trouvé malin de dire qu'il n'avait rien à voir avec le président Maduro, qu'il ne défendait pas Maduro, mais qu'il défendait le peuple vénézuélien. Et même dans la vidéo qu'ils en ont tirée, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient du mal à cacher les huées de la foule, parce que évidemment, j'allais dire évidemment, mais ça me réjouit d'une certaine manière, c'est que ça ne passe plus ce type de comportement. Ce type de comportement nini en fait. Les amis, je terminerai par une chose qui me semble primordiale et dire avec clarté la position qui est la nôtre, celle de Révolution Permanente depuis des mois et des mois. Nous n'avons jamais été du côté de Maduro et je veux le dire avec clarté en tant que travailleur également. C'est un gouvernement autoritaire et un gouvernement profondément anti-ouvrier. Le Venezuela, le peuple vénézuélien n'a rien à attendre de toute la droite, des Maria, des compagnies, Machado, qui ne sont que les auxiliaires des États-Unis. Et je veux envoyer ce message-là de solidarité et de mobilisation pour l'ensemble de la classe ouvrière d'Amérique latine. On peut dénoncer l'agression, des États-Unis, les kidnappings de Maduro, s'encourager aux côtés des gouvernements autoritaires et anti-ouvriers. Et je dirais simplement ces derniers mots.
La mobilisation ne passera ni par Maduro, ni par la droite libérale, mais par la mobilisation de la jeunesse, la classe ouvrière, au Venezuela et dans l'ensemble de l'Amérique latine. Merci mes camarades. Alors, ils ont toujours, tous ces gens-là ont toujours un argument d'avance, c'est de dire, enfin tout près, c'est de dire, nous serions campistes. Alors le campisme, non, c'est pas un concept marxiste-léniniste qui a été forgé après de longues réflexions, non, c'est simplement une insulte typique de la guerre froide, qui consiste à dire, voilà, vous ne vous élevez pas plus haut que le supporter de base, hein, qui va dire au shot l'arbitre, et qui est toujours pour un camp contre un autre, sans aucun esprit critique. C'est ça le campisme, selon eux. Ça veut dire qu'on prend un camp et puis on raconte à peu près tout et n'importe quoi pourvu que ça aide ce camp-là. Alors, si on regarde réellement quelle est la position des communistes français, donc en tout cas particulièrement de l'Organisation des communistes de France, c'est bien de défendre, quand il s'agit, c'est pas de défendre tel ou tel pays, mais c'est quand même de défendre le droit international, et en tout cas, à la rigueur, de défendre les pays qui soutiennent le droit international. Par exemple, pour la Chine, c'est le point de vue de la Chine. Le droit international, la charte de l'ONU, la non-ingérence dans les affaires des États étrangers, et la base de l'union des nations entre elles, de reconnaissance du droit des nations à exister en égale dignité. Donc tous les aspects positifs fondateurs de l'ONU qui résultent, je le rappelle, comme d'un événement historique marquant, qui était la victoire de 1945 du communisme sur le fascisme. De même qu'effectivement, il y avait la paix de Westphalie, avait mis fin à la guerre de 30 ans, a essayé de créer un nouvel ordre mondial. Bon, ben, cet ordre de Yalta, il est en partie basé sur justement cette reconnaissance du droit des nations en égale dignité, l'abolition du racisme. Donc il ne s'agit pas de défendre un pays contre un autre, il s'agit de toute façon de défendre les pays qui défendent ce droit international contre les États-Unis et l'Union européenne qui le bafouent littéralement. Je rappelle que l'existence de l'OTAN, au regard du droit international, l'existence de l'OTAN est complètement illégale. D'ailleurs, je précise que le pacte de Varsovie a été créé après l'OTAN, pour se défendre de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a été créé en premier. Donc ça, c'est un premier point par rapport à cette accusation de campisme. L'autre, c'est que quand c'est agressé à des communistes, c'est particulièrement malveillant, parce que l'identité même d'un communiste, c'est ce qu'on considérait non seulement comme un être humain, et comme appartenant à telle ou telle nation, voire s'il a la chance d'être biculturel, triculturel, enfin de s'être renseigné sur d'autres pays. Tout ça, ça s'additionne, évidemment, ça ne se retranche pas. On ne nie pas, un communiste ne nie pas l'existence des nations, l'humanité n'est pas arrivée à un stade où elle aurait dépassé ce type d'organisation, donc les nations existent, mais tous les communistes sont internationalistes, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la réalité de la nécessité pour les nations de s'entendre à elles sur des bases de paix, et donc de supprimer effectivement les causes des guerres, les causes de l'impérialisme, que tout marxiste observe dans les contradictions du mode de production capitaliste. Donc, normalement, tout communiste, par exemple français, se doit, en plus d'alerter sur les conditions internationales, sur les intérêts de l'humanité, se doit aussi de décrire les intérêts, tels qu'ils les conçoivent, les intérêts du peuple français. Il faut le faire systématiquement, quand on le ferait n'importe quel pays. Et d'ailleurs, quand on se renseigne sur la situation internationale, la première chose que je faisais, moi, quand je m'occupais de ces questions, c'est tout de suite d'aller voir le point de vue des communistes sur place. Et de se renseigner, parce que les gens, c'est pas simplement les gens qui ont tel papier, c'est les gens qui vivent et qui travaillent dans le pays. C'est quand même aux travailleurs de donner leur point de vue. Bon, quand par exemple, on étudie la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais en fait c'est entre l'OTAN et la Russie, quels sont les intérêts du peuple français là-dedans ? J'aimerais qu'on me les explique. Je rappelle quand même que la position du Parti communiste français, ça a été quand même de voter les crédits de guerre de l'OTAN. Puis la gauche, là, au point de vue électoraliste, a décidé de s'unir sur un programme de livraison d'armes à l'Ukraine. Est-ce que le peuple français, dans son entièreté, a intérêt à ces livraisons d'armes, d'autant plus que l'Ukraine ne reconnaît pas la nécessité de négocier, enfin d'en finir avec ses prétentions territoriales sur le Donbass et sur la Crimée. C'est-à-dire ce qui est la cause des guerres à l'infini. Parce que comme on le sait,
Ces régions n'ont jamais été russes. Excusez-moi, ces régions n'ont jamais été ukrainiennes. Ce sont des régions qui ont été en grande partie conquises sur l'Empire ottoman. Personne n'a jamais parlé ukrainien dans ces régions-là. La réalité, c'est qu'en 1922, il y a eu la création donc, de la République socialiste soviétique d'Ukraine, avec l'idée de Lénine, puis certainement des bolcheviks, c'était d'équilibrer des populations paysannes très réactionnaires, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'ouest, avec des ouvriers du Donbass à l'ouest, qui étaient tous russophones. Voilà. Quant à la Crimée, elle n'a jamais été toujours par les Russes aussi dans cette région. Et en 1954, c'est une simple décision administrative de Khrouchtchev, d'ailleurs condamnée à l'époque par le Congrès des États-Unis comme artificielle, qui avait demandé donc, le rattachement de la Crimée à l'Ukraine. Bon, si on ne reconnaît pas ça, si on ne reconnaît pas ce problème, on peut faire la guerre à l'infini, en fait. Hein, puisque je rappelle, comme depuis 2014, suite à des ingérences américaines, à 5 millions de dollars déversés, 5 milliards de dollars déversés par les États-Unis, Victor Nuland, après un coup d'État, parce que c'était véritablement un coup d'État qui avait mis en fuite un président élu. Donc, il y a eu des persécutions type raciste, il n'y a pas d'autre mot, hein, contre les russophones, russophiles, contre la littérature russe elle-même. Donc, ce n'est absolument pas sérieux, ce n'est pas dans l'intérêt de personne de continuer cette guerre qui fait de toute façon des millions de victimes actuellement. Voilà, là, je vois pas, là, je me base sur le point de vue des communistes français. Donc, je veux dire, les raisons de s'opposer à l'impérialisme, il y en a beaucoup. On peut faire une analyse léniniste, voir par exemple en quoi il y aurait fusion du capital bancaire, du capital industriel en capital financier, exportation de capitaux. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que ça c'est un débat interne aux communistes, mais je ne suis absolument pas persuadé que la Russie ait atteint le stade impérialiste, simplement parce que sur les 100 premières banques mondiales, il n'y en a qu'une seule qui est russe. On n'est pas du tout à ce stade. Il y a un paradoxe de la Russie, on l'avait dit dès le départ, c'est le PIB de l'Espagne, pour un territoire immense. Finalement, au point de vue démographique, de grosses faiblesses. Et en même temps, un pays qui arrive à se défendre parce qu'il a une industrie de guerre qui reposait en fait sur l'URSS, sur une planification de l'économie, et aujourd'hui aussi sur l'aide de soutien de la Chine, plus ou moins tacite. Donc, oui, donc il y a cette analyse de l'impérialisme. Donc effectivement, on peut démontrer que l'OTAN a une visée agressive et a joué en fait une politique de nationalité, de jouer des nationalités contre les autres, un peu comme Hitler le faisait d'ailleurs dans sa progression vers l'Est, et que l'idée c'était carrément de recréer le mur de Berlin, mais carrément à la hauteur du Donbass, pour mettre la Russie dans une situation absolument impossible. Bon, on pourrait faire cette analyse. Après, il y a des analyses de bon sens, comme je dis, qui s'adressent à tous les amoureux de la paix, que ce soit pour des raisons morales, laïques ou morales religieuses. Si vous continuez à prétendre que l'Ukraine doit gérer ses populations russophones qu'elle passait son temps à bombarder et à mépriser, et à discriminer de manière raciste, vous n'avez pas fini. Donc le bon sens serait d'arrêter le plus tôt possible cette politique belliciste. C'est encore une autre raison. Après, vous avez d'autres raisons. On peut même s'adresser à des raisons purement économiques. Maintenant qu'on sait que Nord Stream 2, comme tout le monde le subodorait, avait été saboté par les Américains, on sait bien que c'est une guerre aussi des États-Unis contre l'Europe, en tout cas contre les pays européens, donc qui ne va absolument pas dans l'intérêt des travailleurs de notre pays. Donc voilà, encore une raison, elles sont à la fois universelles et elles touchent aussi à l'intérêt de nos propres pays. Donc voilà, l'accusation de campisme, c'est vraiment un terme qui est tout à fait absurde. Alors en plus, si on regarde les ninis, enfin pour moi, non seulement le campisme est un concept absurde, mais le ninisme aussi est un concept absurde, parce que la plupart du temps, dans les positions, disons, d'envergure de gens qui sont sur le devant de la scène et qui s'en tiennent à cette posture morale. Si je prends par exemple l'école de Francfort qui a été complètement intégrée à l'Occident, en fait, pour des raisons évidentes, mais en plus on a fait un choix, ça je renvoie aux vidéos qu'on a faites avec le livre que j'ai fait avec Gabriel Roquil.
et au livre et la trilogie qu'il est en train de terminer. On voit bien qu'il y a eu des choix, parce que Walter Benjamin n'a jamais pu s'échapper correctement. Bertolt Brecht était jugé beaucoup trop pro-Moscou, donc on a pris un certain nombre de penseurs marxistes comme Adorno, Horkheimer, Marcuse, et on les a complètement intégrés dans l'Occident. Et il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, les positions d'Horkheimer, c'est carrément le soutien des États-Unis lors de la guerre du Vietnam. Vous avez les positions d'Adorno aussi qui sont assez lamentables, hein, quand il parle de l'armée vietnamienne. Ça, vous trouvez ça dans le livre de Losurdo, comme si l'armée sud-vietnamienne n'était pas condamnable aussi sur certains points. Enfin, c'est un véritable unilatéralisme. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le rôle de Marcuse, qui écrivait carrément des rapports pour la CIA. Il y a un prix à l'intégration dans l'Occident, c'est ça que je veux dire. On peut donner d'autres exemples qui sont à l'origine du retour de l'Allemagne comme puissance militaire en Europe et d'intervention allemande à l'étranger. On pourrait s'attendre à ce que ce soit l'extrême droite allemande, mais non, ça a été les Verts, historiquement. Les Verts au moment de la guerre en Yougoslavie, qui sont passés en fait d'une position de nini à une position d'interventionnisme droit de l'hommisme dont j'ai parlé en introduction du pré-énorme qu'elles impliquaient. Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, cette position, vous finissez en fait par toujours défendre en fait l'impérialisme dans lequel vous viviez, parce que normalement, si vous êtes sur une position de nini, ça peut se comprendre. Si par exemple on a véritablement deux impérialistes qui s'opposent, comme type l'Allemagne et la France avant 1914. Ça, c'est ce que disait Karl Liebknecht, hein, l'ennemi est dans ton propre camp. Ça ne veut pas dire que l'impérialisme français n'était pas un ennemi. Enfin, l'ennemi principal est dans ton camp. C'est-à-dire que tu as le devoir, en tant que travailleur, de t'opposer à ton propre impérialisme. Je veux bien si par exemple, c'est pas mon point de vue, mais si par exemple on considère que Vladimir Poutine est un impérialiste russe, et donc que l'OTAN est aussi impérialiste, ce qui semble assez démontrable, c'est trop facile de faire de la russophobie matin et soir, comme font tous les journaux. Le devoir de n'importe quel militant anti-impérialiste, c'est d'abord de dénoncer son propre impérialisme. Sinon, on s'intègre enfin, petit à petit. Et je peux terminer par la position de Trotsky lui-même. Hein, parce que ce qui est intéressant, c'est que les positions d'Anastasie, comme on a à peu près toute la panoplie, et d'ailleurs il faut lui reconnaître ce mérite, hein, il est assez cohérent dans ses positions. Il s'est mis aussi à attaquer l'OCF sur la publication d'un certain nombre de documents. Donc que l'OCF avait posté à propos de Léon Trotsky, notamment son dossier du FDI qui a été publié, je crois, pour la première fois en 1995 par William Chase, qui est assez accablant pour lui, et qui montre bien que de toute façon, Trotsky a fait des concessions aux puissances qui l'hébergeaient, qui allaient jusqu'à dénoncer des militants communistes. Dans le testament de Trotsky, il dit « Je n'ai jamais pactisé avec les ennemis de la classe ouvrière ». On sait très bien qu'en 1932, on a même des reportages, des photos. Trotsky effectue un voyage à Naples et particulièrement à Pompéi. Il fait transit par l'Italie un certain nombre de temps, comme c'était nécessaire à l'époque. Évidemment qu'il a dû négocier avec les autorités fascistes italiennes à l'époque. Donc après, vous avez évidemment, là, ça a des implications encore plus graves. C'est tout ce qui est contenu dans le livre de Piatakov, dans le vol de Piatakov, le livre Le vol de Piatakov. C'est des démonstrations de 800 pages. Effectivement, comme il s'agit de conspiration, c'est surtout un faisceau d'indices de plus en plus concluant, mais c'est sûr qu'en fait, les faits s'accumulent. Plutôt que de refaire cette démonstration, je peux simplement au moins montrer à quoi elle aboutit, les positions de Trotsky, les 4 articles de 1939, prônant l'indépendance de l'Ukraine au moment où Hitler est en train de faire sa poussée vers l'Est. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il est évident que Trotsky ne cherche même plus à se cacher, en fait. Et on le voit aussi même quand il parle après la mort de son fils, d'ailleurs qui est mort dans des circonstances naturelles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça même les trotskistes ne le contestent pas. Il explique à quel point en fait, son fils était déjà en contact avec un certain nombre de gens qu'il disait ne plus rencontrer, puisque aussi une des bases de l'enquête, c'est de montrer à quel point les accusés du second procès étaient en lien avec Trotsky. Bon, on comprend que voilà, il y avait un prix à payer, à rester complètement à l'ouest, si je peux dire.
Et donc cette position de Nini, elle a évidemment ses faiblesses. Alors on peut comprendre, elle a ses contradictions, on peut comprendre évidemment que ce serait peut-être, d'un point de vue presque adolescentin, un deuxième stade par rapport à un premier constat. Un premier constat qui serait, première réaction complètement philistine, comme disait Marx, c'est-à-dire l'idée de toujours soutenir leur existant. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire que de toute façon ils sont toujours avec leur gouvernement, ils croient toujours ce que la télé leur dit, ils croient toujours ça. Donc l'idée même de passer au Nini, c'est peut-être une première étape, pourquoi pas, mais s'en tenir là, c'est vraiment rester à... Charles Péguy avait une formule à propos de Kant, il disait le kantisme, la morale kantienne, vous savez, qui est très, très abstraite, basée sur un impératif catégorique. Il disait Kant, le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Bon, et Hegel aussi, en fait, tout ça rejoint en fait la critique de Hegel de la belle âme. Vous pouvez trouver ça dans le chapitre 6 de la phénoménologie de l'esprit. La belle âme, ça faisait référence en fait à toutes ces personnes qui ayant au départ salué les principes abstraits de la Révolution française, surtout en Allemagne, se sont mis à se détourner d'elle à partir de la dictature jacobine de Robespierre, et se sont enfermés en fait dans une posture purement morale. Et Hegel a toujours critiqué ça en disant que de toute façon, il n'y a pas de morale qui ne soit pas concrète, qui ne soit pas intégrée dans un certain nombre d'institutions, de valeurs, de mouvements, de réalité, en fait, qui ne soit pas effective. Ça, c'est très important. Et je rappelle quand même que Robespierre et Condorcet rendaient hommage à l'Allemagne de leur époque pour ses aspects intellectuels particulièrement progressistes, et c'est évident qu'ils avaient Kant en tête. Donc même la personne la plus à même d'incarner en fait ce Nini, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on regarde le dossier, et finalement on en revient à cette distinction classique entre morale de l'intention et morale de la responsabilité. Il ne suffit pas d'avoir des intentions, de belles intentions, parce que ça, c'est vraiment avoir les mains pures parce qu'on n'a pas de mains. C'est vraiment se couper complètement de l'ensemble des luttes. L'important, c'est la morale de la responsabilité. Et donc, je reviens un peu à ce que doit être l'attitude des communistes français par rapport à ces graves questions donc, de l'impérialisme. Il y a un côté, effectivement, dans ces situations tragiques qui concernent le Venezuela et Cuba, évidemment, se dire qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes avec nos petits bras, il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre portée. En revanche, nous avons une responsabilité qui est d'agir, en fait, à l'intérieur de la gauche française et de discréditer de manière totale, définitive, ces positions mi-figue, mi-raisin, mi-chef, mi-chou, et puis qui de toute façon n'assument pas leurs responsabilités. Ça, c'est véritablement notre devoir. Alors, il y a un front impérialiste, comme j'ai dit, il y a plusieurs raisons de s'opposer à l'impérialisme, léniniste, chrétienne, de simple intérêt matériel aussi. Et c'est pour ça qu'il y avait au Venezuela, il y avait un front autour de Maduro. Personnellement, tous les gens qui sont à l'OCF, leur parcours politique démontre qu'ils ont aussi toujours défendu la nécessité pour le Parti communiste vénézuélien de surtout pas être absorbé dans un grand front. C'était même l'idée, malgré tous ses mérites, du président Chavez. C'était de faire comme un grand LFLN où le Parti communiste serait dissous dans le front. Toujours défendu la nécessité pour le Parti communiste de garder son indépendance au sein du front. Voilà. Donc, je dis même que des fois, il y a eu aussi un optimisme béat par rapport à la possibilité des fronts. Ça a été la dissolution du Comintern, donc de l'Internationale communiste en 1943, fait partie quand même d'une surestimation de la possibilité de ces fronts de prendre le pouvoir en Europe, et c'est un recul sur l'affirmation des thèses communistes. Et Dieu sait qu'on aurait eu besoin de l'Internationale communiste au moment de l'offensive terrible de 89-91 contre les pays de l'Est. Donc voilà, il est absolument nécessaire de s'inscrire dans le front. Les communistes, souvent on dit qu'ils doivent jouer un rôle moteur, donc c'est la métaphore industrielle, la métaphore ouvrière, on est bien d'accord. Bon, étant donné l'état de nos forces, je propose une autre métaphore. En fait, si on l'emprunte à... Je vais peut-être vous surprendre, mais
c'est toujours intéressant d'étudier l'histoire des mouvements religieux persécutés. J'ai aucune préférence particulière. Mais je pense quand même à un théoricien français intéressant. On croit toujours qu'il est suisse, mais il est français, puisqu'il est né à Noyon, c'est Jean Calvin. Et il avait la métaphore du levain. Le levain dans la pâte, hein, c'est une métaphore qui est elle-même empruntée aux évangiles de Matthieu. Et tous les protestants, alors, qu'on soit clair, moi je ne crois pas à la doctrine de la prédestination, c'est pas le sujet, mais ça m'intéresse comme organisation politique, de même que, je sais pas, les thèses de Loyola sur l'organisation des jésuites aussi intéressent aussi tous les cadres révolutionnaires. Pendant la période du désert, entre 1686 et le siècle qui va s'écouler, la période dite du désert pour les protestants, où là ils étaient confrontés à une répression de l'absolutisme monarchique catholique de droit divin, il se disait, de toute façon, aussi persécutés que nous sommes, nous jouons comme un levain dans la population, pour que la pâte prenne, en fait, d'une certaine manière. Donc, surtout, ne nous faisons pas avoir par ces histoires de combien de divisions, etc. Là, je pense que l'organisation est en train de croître. Mais de toute façon, la solidité de nos arguments, de notre vision des choses, fait que de toute façon, en termes d'arguments, par rapport à la population, par rapport à tous ces gens de bonne volonté qui s'opposent aux guerres, aux embargos, qui sont particulièrement meurtriers, je crois qu'en plus, la solidité des arguments fait que nos idées vont grandir. Et effectivement, si on ne joue pas le rôle moteur, on joue un rôle extrêmement précieux, et c'est l'honneur des communistes français que de le faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.